La Défense au chevet de la capitale. Au nord de Bruxelles, voilà un hôpital pas comme les autres, aux compétences ultra pointues. Ce sont des patients qui sont en soins intensifs pendant des semaines. Comme mission, le soin aux grands brûlés, mais aussi les plans catastrophes, l'entraînement des pilotes de chasse et le SMUR. Alors, le temps d'une journée, nous nous glissons dans les coulisses de l'hôpital militaire Ranastrid, au plus près de ces soldats de la santé. Bientôt paracommando, voilà le rêve de Wael, 22 ans. Alors aujourd'hui, une batterie d'examens l'attend à l'hôpital militaire. Vous pouvez vous asseoir. Vous allez entendre des petits sons pulser. Dès que vous les entendez, vous levez une main, n'importe laquelle. On teste chaque fréquence à plusieurs intensités et on cherche le seuil. Des capacités auditives indispensables pour intégrer la défense, mais qui ont tendance à baisser chez les jeunes postulants. C'est surtout les fréquences aiguës qui sont les moins bonnes, enfin qui disparaissent les premières. Et notamment ceux qui travaillent sur les chantiers de construction, des écouteurs intra-auriculaires, ça fait pas mal de dégâts. Bram, et bonjour. Voilà. Vous pouvez vous asseoir, penchez un peu la tête un peu par là. Les examens que tu passes ce matin, comment ça se passe? Pour l'instant, tout va bien. Je crois que j'ai plutôt pas mal réussi l'examen de l'audition. Et là, d'après le monsieur, donc tout a l'air d'aller bien, quoi. C'est très sportif comme métier et c'est pas commun comme métier, donc il faut vraiment le vouloir pour pouvoir travailler à la défense en tant que paracommando. Car sur les milliers de postulants accueillis chaque année, 6800 en 2021, seul un tiers sera incorporé à la défense, au terme de 7 à 8 consultations, le tout sur le site de l'hôpital militaire. C'est une mission tout à fait spécifique pour l'hôpital militaire, il n'y a pas d'autres centres qui font ce genre d'expertise. L'avantage, c'est qu'on a ces expertises-là qui sont centralisées, donc ce qui évite aux postulants de devoir se rendre à différents endroits, à différents moments. Et une fois incorporés, les militaires ont encore souvent l'occasion de revenir à Neder-over-Embeek, les pilotes par exemple, pour tester ce caisson qui simule la pression en altitude et l'hypoxie, le manque d'oxygène. Everybody okay in chamber? Can I see the okay sign? Everybody okay in chamber? À l'intérieur du caisson, des pilotes, mais aussi des ambulanciers, attentifs aux moindres symptômes. On a des petits crépitements dans les oreilles, on sent une petite gêne, mais c'est rien de grave. On nous a expliqué tout ce qu'on était capable de faire pour éviter justement d'avoir des douleurs. Pencher la tête sur le côté, d'avant en arrière, essayer de mâcher, bâiller. On demande toujours si tout va bien, et puis on entame une descente, on a un plateau puis une descente. Et lors de la descente, là c'est ça qui fait le plus mal, la pression augmente. Going up to 9000 feet, 5000 feet a minute. Copy, going up to 9000 feet, 5000 feet a minute. Un exercice parfois douloureux, mais qui permet d'éviter certains drames dans les airs. L'hypoxie est la plus grande risque pour un pilote. Donc s'ils rencontrent un cas d'hypoxie, ils ne reconnaissent pas leurs propres symptômes, ils ne vont pas pouvoir réagir convenablement et donc il y a eu beaucoup d'accidents dans le passé. Ils reçoivent des tests qu'ils doivent faire à l'intérieur, donc ils doivent faire des calculs, des petites sommes, ils doivent noter des heures et tout ça qui sont démontrés dans une image. Et donc ils vont reconnaître qu'à un certain moment, ça ne va pas. Et ainsi éviter tout danger. Un processus qui est utilisé sur des civils dans un autre service de l'hôpital dans sa version inverse. Après l'hypobar, voici le caisson hyperbar. Ici, la pression augmente et l'oxygène aussi. Les patients qui sont à l'intérieur de cette cabine de pression respirent de l'oxygène, 100%, mais à une pression supérieure à la pression atmosphérique, une pression de 2,5 atmosphères, alors qu'on est ici à 1 atmosphère de pression. De quoi soulager certaines pathologies, des infections ou des intoxications au monoxyde de carbone. Car en plus de ses missions pour la défense, l'hôpital militaire œuvre aussi au bénéfice des citoyens. Nous ne sommes pas tout à fait un hôpital classique, mais nous sommes plutôt une infrastructure hospitalière militaire spécialisée dans certains domaines spécifiques, essentiellement donc l'accueil des patients brûlés. Car 350 personnes grandes brûlées sont accueillies chaque année, dont 100 ici aux soins intensifs. 7 lits qui reçoivent les cas les plus graves, comme cette personne brûlée par flamme.
Ok, tu peux nettoyer ça avec l'huile amande douce et emballer avec l'isobétadine. Est-ce que toi, tu peux enlever les jambes? Et on voit que là, il y a des zones hypergranuleuses. Mettre là le fusil-corte. On balle une fois tout en fusil-corte. Ici, on a prélevé de la peau à ce niveau-ci et on était là la mettre sur les zones brûlées. Et donc régulièrement, on doit déballer les pansements pour voir comment la greffe prend et s'il n'y a pas de signe d'infection. Des soins qui occupent 40 infirmiers, mais aussi des médecins, des chirurgiens ou encore des kinés, souvent durant de longs mois. Un patient qui arrive ici, ça dépend de la surface brûlée, ça dépend de l'âge, la cause d'une brûlure, parce que si vous êtes brûlé par flamme par exemple, ça va être beaucoup plus profond que par de l'eau chaude. Le pansement, c'est sale, verdâtre. Et donc c'est la propre peau du patient qui est prélevée? Oui, tout à fait. Donc en règle générale, en première intention, on essaie de travailler comme ça. Si ce n'est pas possible en raison de l'état des plaies, on fait en 2 étapes avec de la peau de donneur. Des greffes qui ont lieu au bloc opératoire comme aujourd'hui. À la manœuvre, ce chirurgien militaire qui est en train de repérer sur la cuisse un morceau de peau saine pour la placer sur la tempe. Descend un petit peu parce qu'on veut surtout la stérilité ici. On prendra un morceau là-bas. On va enlever la peau morte qui est brûlée avec la curette et tout de suite avec la machine qui s'appelle versagette. Il y avait une couche qui couvrait la plaie avec homogreffe. C'est le peau de cadavre qui a été mis la semaine passée, la première séance d'opération. Tout est enlevé. Une fois que c'est propre, on va préparer la greffe. Donor side, la jambe gauche. Ça, on fait tout de suite. Je suis en train encore de nettoyer la plaie. Dans le visage, c'est un équilibre. Pas aller trop profond pour ne pas abîmer les structures. Pas rester trop superficiel parce que toute la peau morte va être enlevée. Puis c'est cette machine qui récupère la peau avant de réaliser la greffe. Ensuite, retour aux soins intensifs, dont le multisas peut aussi faire face à l'affluence lors de catastrophes. S'il passe quelque chose maintenant, on va prendre ça aux mains, on va diriger ça via l'hôpital militaire, ce qu'on appelle le plan Babi, et on va dire, voilà, à Liège par exemple, il y a 2 places en soins intensifs, on va envoyer 2 patients gravement brûlés à Liège. Des situations d'urgence auxquelles se prépare l'hôpital militaire plusieurs fois par an. Aujourd'hui, on va déployer le T2, T3. Je propose que Céline, Delphine, vous commencez avec la vanne. Lors d'entraînements plan catastrophe qui mobilisent du personnel de tous les services pour dresser des dizaines de lits dans les halls d'entrée, stockés dans les coulisses de l'hôpital. On se trouve ici dans le local Kata où on stocke une grande partie de notre matériel. Il y a un autre stock délocalisé, mais la plus grosse partie se trouve ici. On va être occupé à transférer les lits du -1 vers le 0 dans le hall, ainsi que les tables de nuit. Voilà. Le tout à installer en 40 minutes ou moins. Alors chaque espace est rentabilisé. On va les pousser un à un dans les ascenseurs et une équipe au 0 les récupère et déploie les lits dans les halls T3 et T2. Le T2, 16 places pour les blessés les plus graves. Et puis le T3, le grand hall de l'hôpital et ses 29 lits réservés aux autres traumatismes. Pendant ce temps, il faut aussi ouvrir les boîtiers pour l'aspiration et le vide. De quoi s'assurer que tout fonctionnera si le pire arrive. La dernière fois, c'était il y a presque 6 ans déjà. La dernière fois, c'était lors des attentats du 22 mars, où cette zone ici a servi en fait de capacité temporaire d'accueil. Nous avons accueilli les différents blessés pour permettre à nos collègues de se réorganiser.
Et ce sont les ambulances et le SMUR qui sont aussi en première ligne en cas de catastrophe, mais aussi le reste de l'année, avec là encore des compétences très spécifiques à l'hôpital militaire, comme cet EpiShuttle, un sarcophage d'isolement pour les patients infectieux, ici occupé par un mannequin. On appelle ça les HSID, c'est High Secure Infectious Disease. Et par exemple, les patients Ebola se font transporter avec l'EpiShuttle. Nous, on est prévu de faire les transports interhospitaliers ou de domicile à l'hôpital, vers les hôpitaux de référence. Et pour se protéger, les urgentistes doivent aussi parfois revêtir ces tenues de protection. Ça, c'est la tenue Respirex. En fait, c'est une protection totale qui nous permet de travailler dans des circonstances Ebola ou Corona, ou même plus grave, pour des intoxications radionucléaires, chimiques et biologiques en fait. C'est prévu pour toute la gamme en fait. Mais aujourd'hui, pas d'intervention de ce type, mais des urgences plus classiques, redirigées depuis la centrale 112. Dispatching, bonjour, militaire hospital. Oui, le SMUR. D'accord, mission 113. Avec cette spécificité, hormis les grands brûlés, les ambulanciers transportent les patients vers d'autres hôpitaux bruxellois. Chaque jour, on a plus ou moins 7 à 8 interventions minimum. Seulement quand c'est un grand brûlé, on doit demander de permission pour rouler à l'hôpital militaire. Mais tous les autres incendies, on doit rouler à un autre hôpital. Dans les ambulances de l'hôpital Reine-Astrid, comme dans le SMUR qui les suit, mais aussi dans les autres services, 800 travailleurs, des civils et des militaires qui œuvrent chaque jour à la santé du grand public, main dans la main, car ici comme ailleurs, l'union fait la force.